alors que les tartrates d'ergotamine sont comprimés ou en suppositoire. Et enfin, on a les triptans. Actuellement, il y a 3 types de triptans qui sont sur le marché, le sumatriptan, le zolmitriptan et le naratriptan. Le sumatriptan étant en forme injectable, 5 ml, 6 mg, en forme spray nasale, 20 mg, et en forme comprimée, 50 mg. Le zolmitriptan existe en 2 formes, une forme comprimée à 2,5 mg et une forme orodispersible. Et le naratriptan existe en une seule forme, comprimée à 2,5 mg. Le soutien psychologique, il arrive dans le traitement de fond. Donc, pour utiliser un traitement de fond, il faut une stratégie. Donc, la première phase de la stratégie d'un traitement de fond, c'est poser la question au patient, est-ce que vous voulez ou pas utiliser un traitement de fond? Ça, c'est la première question, parce que c'est lui qui doit décider. Dans les livres, il est marqué qu'on ne commence à utiliser un traitement de fond que lorsqu'on a 1 à 2 crises par mois. Mais, si vous avez une crise, comme des femmes par exemple, durant leurs règles, qui dure de 5 à 7 jours, et 24 heures sur 24, c'est toujours qu'une crise, et elles sont extrêmement gênées. Vous pouvez très bien avoir 3 crises par mois, qui sont calmées en un quart d'heure par un comprimé, ça ne vous gêne pas. Donc finalement, ce n'est pas le nombre de crises qui doit faire décider, mais le désir du patient. C'est vrai qu'un patient qui a une crise par trimestre, qui dure un quart d'heure et qui vous dit un traitement de fond, on peut quand même essayer de le convaincre que c'est peut-être pas nécessaire. Hein, mais en règle générale, ça se passe comme ça. Et qu'est-ce qu'on utilise comme traitement de fond? Alors là, il y a toute une gamme de traitements de fond qui sont, depuis les dérivés de l'ergotamine, nous y revenons, mais là en comprimé ou en gouttes. Hein. Après, vous avez les bêta-bloquants, donc le chef de file est le propranolol, qui est le plus utilisé, à une dose faible, 60 mg en moyenne. Et il y en a d'autres qui marchent, mais le chef de file, c'est le propranolol. Ensuite, vous avez un inhibiteur calcique, voire 2, qui sont la flunarizine, à 1 comprimé par jour, et le verapamil, mais qui est surtout utilisé dans l'algie vasculaire de la face. Ensuite, vous avez les antisérotonines, qui sont l'oxétorone, le pisotifène et le méthysergide. Et enfin, vous avez un alpha-bloquant, qui est l'indoramine. Et enfin, qui sont utilisés de temps en temps, mais de façon plus préférentielle pour les sevrages, vous avez l'amitriptyline. Alors là, j'essaie un peu de me sevrer sur les médicaments. J'essaye à ne pas trop en prendre parce que ça sert strictement à rien. Donc j'essaie de pas trop en prendre. J'essaie avec les glaçons, ça marche à peu près bien. Le problème, c'est de connaître ces médicaments, de savoir les utiliser et de les utiliser à bon escient. Et c'est là où intervient notre stratégie. Un médicament de fond doit être utilisé pendant au moins 3 mois pour juger de son efficacité, doit être augmenté très progressivement pour éviter les effets secondaires, doit être diminué très progressivement pour éviter le rebond. Et si au bout de 3 mois il fonctionne bien, il doit être utilisé pendant 9 à 12 mois non-stop pour avoir un effet qui soit patent. Oui, c'est quand même très long. Voilà. Pour le malade. C'est-à-dire le patient qui vous dit au bout de 15 jours mon traitement ne marche pas, c'est normal. Et le médecin qui arrête ce traitement au bout de 15 jours en disant bon, le médicament ne fonctionne pas, c'est une erreur. À une certaine époque, moi quand je travaillais dans un centre antidouleur où nous avions beaucoup de temps pour interroger les patients, là on est en urgence. Là. Donc le questionnaire, il n'y a pas trop de questionnaire. Il faut savoir quand même que la migraine, la maladie migraineuse, c'est un diagnostic d'interrogatoire, point. À partir du moment où le patient correspond aux critères IHS, que ces crises ne se sont pas modifiées du tout et que la crise qui vous décrit est la même que celle d'habitude, vous n'avez strictement aucun examen complémentaire à faire. Hein, il n'est pas question de faire de Doppler, de scanner, d'électroencéphalogramme ou d'IRM. C'est exclu. Hein, ça, il faut bien s'entendre là-dessus. C'est le plus grand centre d'accueil d'urgence en France, la Rivoisière. Deuxièmement, Madame Marie-Germaine Bousser a le premier centre de migraine en France en neurologie. Et ensuite, parce que nous avons la chance d'avoir dans cet hôpital la grande garde de neurochirurgie, la grande garde de neuroradiologie, la grande garde d'otorhinolaryngologie, un service d'ophtalmologie et la psychiatrie, ce qui répond à toutes les céphalées. C'est le premier centre d'urgence des céphalées en Europe. Sur 100% de malades qui se présentent ici, 90% sont de véritables urgences. Il y a effectivement 10% de patients, en gros hein, pour l'instant, qui auraient pu aller en consultation. C'est-à-dire des céphalées quotidiennes chroniques par abus médicamenteux. C'est des gens qui ont mal à la tête au moment où ils viennent. Mais ça ne justifiait pas le caractère de l'urgence. Hein, vous êtes bien d'accord, quelqu'un qui a mal à la tête tous les jours depuis 30 ans, il peut peut-être attendre le rendez-vous dans un mois. Hein, lui, il se dit, moi, il y a quelque chose qui vient de s'ouvrir, ça fait 30 ans que j'ai mal à la tête, je ne vois pas pourquoi j'attendrai.
Nous avons vu 3000 malades en 2 mois, puisque nous sommes sur la base de 1500 malades par mois. Donc si vous faites un calcul sur une année, vous voyez un petit peu ce que ça donne. On est sur la base de 18 000 malades année. Donc il y avait bien un besoin. On pourrait imaginer dans un fonctionnement qui serait idéal que les migraineux soient conscients qu'ils aient une maladie vraie et non pas une maladie imaginaire et qu'on peut faire quelque chose pour eux. C'est une notion qui est importante et que beaucoup de migraineux n'ont pas. On peut imaginer à ce moment-là qu'ils consultent assez rapidement leur médecin généraliste. 12% de la population est migraineuse. On n'imagine pas 12% de la population venir en neurologie, alors que la prise en charge de la migraine, dans la majorité des cas, est relativement simple, sous réserve de prendre le temps d'écouter le patient à la première consultation, etc. Ensuite, seuls les patients qui posent problème, que ce soit des problèmes de diagnostic, parce que la migraine, c'est un monde. On discutait tout à l'heure des différentes sortes de migraines. La plupart des migraineux ont un diagnostic aisé, qui est un diagnostic basé sur l'interrogatoire, mais il y a des cas où le diagnostic de migraine pose problème. Dans les migraines avec aura complexe, par exemple. Ces patients-là qui posent problème diagnostique, il est logique qu'ils soient adressés au neurologue. L'autre catégorie de patients qui va être amenée à voir le neurologue, c'est ceux qui ont des complications de leur maladie migraineuse. Et la complication de loin la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle l'évolution vers une céphalée chronique quotidienne avec abus médicamenteux. Ce sont des gens qui ont des crises de plus en plus fréquentes, souvent associées à un état, cette fois-là effectivement anxieux ou dépressif, qui consomment des traitements de crise de plus en plus souvent, quasi quotidiennement, et qui, avec cette consommation excessive, finissent par avoir un abus et une céphalée chronique entretenue. Ces patients-là, il est logique qu'on les voit. En pratique, ce n'est pas comme ça du tout que ça se passe. Ces patients-là, on les voit beaucoup trop tard. Parfois, il n'est pas du tout exceptionnel qu'on ait derrière nous 10 ans d'abus médicamenteux avant que ces patients nous soient adressés. C'est une complication à la décharge des patients et des médecins généralistes qui n'a été vraiment bien décrite que depuis une quinzaine d'années. Avant, ce n'était pas un souci majeur, l'abus médicamenteux chez les migraineux. Donc c'est quelque chose qui est bien connu depuis peu, mais qui mérite certainement une attention toute particulière de la part des patients et des médecins généralistes. Donc le fonctionnement est loin d'être idéal. Et puis, beaucoup de patients ne savent pas du tout que les neurologues s'occupent de migraines et de maux de tête en général. En fait, les migraines, aujourd'hui, on en parle plus qu'on en parlait il y a une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, les gens qui subissent, enfin qui ont des migraines, on prend en compte leur douleur. Moi, ce qui m'a le plus manqué dans les premières années où j'avais mal, c'est la non-reconnaissance de cette douleur. Et à partir du moment où on a véritablement validé cette douleur, où on l'a exprimée, où j'ai vu en face de moi des médecins et des gens compétents qui m'ont appris à gérer cette douleur, eh bien, je me suis aperçue que j'allais mieux. Et donc, je pense qu'on ne peut pas nier cette douleur qui est une douleur terrible, mais on peut la gérer. C'est évident que pour mon épouse, pendant les 20 ans que j'ai eu des migraines, qu'elle a souffert, je dirais, presque autant que moi. Mes petits-enfants, pareil. Quand les petits-enfants venaient à la maison, ils disaient tout de suite à mon épouse, « Tiens, regarde, papy va avoir des migraines. » Elle voyait bien, ça se voyait. Alors que maintenant, quand il me voit, il me dit, « Bah tiens, tu souris. » Maintenant, on me dit, « Tu souris. » J'arrive à avoir des jours où j'ai la pêche. Comme aujourd'hui, j'ai la pêche. Alors ça me fait plaisir de le dire. C'est une maladie pour laquelle on peut faire quelque chose. On peut améliorer la qualité de vie des migraineux dans plus de 90% des cas. Et sans doute même 95%. C'est une maladie handicapante. Et les migraineux ont droit à une reconnaissance, tant dans le milieu familial que dans le milieu professionnel. Ce n'est pas une fatalité. On ne vit pas avec la migraine, comme on dit, on va vivre toute sa vie comme ça. Oui, on va peut-être avoir la migraine toute sa vie, encore qu'elle a tendance à disparaître avec l'âge, mais on n'est pas obligé de vivre mal. On peut vivre bien avec sa migraine. À condition de savoir s'observer, de savoir un peu s'écouter, essayer de déterminer qu'est-ce qui ferait que la crise de migraine diminue ou qu'est-ce qui ferait que l'intensité soit moins forte lorsque j'ai des crises. Par exemple, comment je peux apprendre à me décontracter, etc. C'est des choses qui peuvent rendre une maladie qui était insupportable au début, parfaitement supportable et gérable. Donc les maladies chroniques, les patients doivent apprendre et peuvent apprendre tout seuls à les gérer
Et donc de ce point de vue-là, ça devient quelque chose qui fait partie de votre vie, mais exactement comme un petit handicap que vous auriez toute votre vie, vous apprenez à vivre avec. Bon, à partir du moment que c'est une maladie chronique peu grave, puisqu'elle n'est pas mortelle et l'espérance de vie des migraineux est égale à l'espérance de vie de la population générale, donc il n'y a pas de diminution de l'espérance de vie, les pouvoirs publics ont d'autres chats à fouetter et s'occupent plus des maladies chroniques graves, hein, qui ont un pronostic vital ou pas. Donc ça explique aussi le fait que quand il n'y a pas de traitement ou peu de traitement, que ces traitements sont peu efficaces et que c'est une maladie qui n'est pas grave, en général, on la laisse un peu de côté. En tout cas, on laisse les malades se débrouiller avec le système de soins actuel, c'est-à-dire avec des arrêts de travail, avec des antalgiques, et puis on les laisse gérer eux-mêmes leur maladie. Hein. Donc, c'est ce qui explique que ce soit assez peu. Il n'y a pas de politique de santé publique en faveur de la migraine. Je vais vous citer 3 chiffres et vous aurez parfaitement compris. 7 millions de migraineux en France, 12,5% de la population. Coût socio-économique, 5 milliards de francs, soit 1% du budget de la santé. L'avenir des migraineux, si vous voulez, à mon avis, ils le tiennent en partie dans leurs mains. C'est-à-dire si les 50,2% qui font de l'automédication décidaient de se soigner, je pense qu'on pourrait en améliorer une grande partie, déjà. Or, faisant de l'automédication, par essence, on ne le fait pas toujours bien. Résultat, sur les 7 millions de migraineux, il y a environ 2 millions de céphalées quotidiennes chroniques par abus de médicaments. Souvent, malheureusement, ils se soignent mal. Et donc, c'est ça qui coûte cher. Parce que l'abus médicamenteux nécessite le sevrage. Et le sevrage se fait très souvent en hospitalisation, et l'hospitalisation coûte très cher. Or, si le migraineux ne coûte pas cher en lui-même en temps normal, il peut brutalement coûter extrêmement cher, avec en plus un péril pour sa santé important, parce que je sais bien que la santé n'a pas de prix. Enfin, elle a un coût socio-économique malgré tout.